Donc bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer. Donc ce webinaire, il sera présenté par le docteur Hélène Cormier qui va vous présenter un petit diapo et ensuite par le docteur Cécile Durand et madame Anne Mauvillain. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je suis le docteur Cécile Durand, je suis médecin en médecine interne, médecine vasculaire au CHU de Nantes. Et donc, je travaille sur une partie de mes activités avec ma collègue Anne Mauvillain, qui est infirmière et qui, du coup, on travaille sur la filière plaie vasculaire. Hélène Cormier, je suis infectiologue au CHU d'Angers et donc je coordonne avec le docteur Boutefol, qui est médecin généraliste, le centre régional en antibiothérapie des Pays de Loire, structure que je vais vous présenter brièvement. Donc effectivement, je fais une très courte introduction avant d'entrer dans le vif du sujet sur la thématique des plaies chroniques. Pour vous parler du centre régional en antibiothérapie, qui est une structure qui n'est pas forcément encore très bien connue, une structure d'appui qui est financée par l'ARS Pays de Loire et dont la création est assez récente, remonte à la parution d'une instruction ministérielle en 2021, en 2020, pardon, où il était demandé à chaque région. L'opération? Oui, pardon, il y a un micro qui est ouvert. Oh, Vous voulez demander à chaque région de créer ce type de dispositif afin de venir en appui à la thématique du bon usage des antibiotiques dans les trois secteurs du soin. Donc, on travaille en ville avec, c'est vraiment un secteur prioritaire pour nous puisque vous savez que plus de 80% des antibiotiques en France sont prescrits et délivrés en ville. On travaille également en établissement médico-social et puis dans les établissements de soins. Donc, un vaste périmètre. Donc, on a le CRATB a des fonctions de coordination, d'appui et d'articulation de structures territoriales qui se sont créées en même temps et qui s'appellent les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. On reviendra sur ce que c'est sur la diapositive suivante. Euh, Notre équipe, hein, vous le voyez là sur l'affiche de droite sur la diapositive, est composée vraiment de professionnels de santé de terrain. On a au CRATB trois médecins généralistes, deux infirmières dont certaines ont des expériences professionnelles en libéral, pharmaciens d'officine, infectiologues, enfin, avec des temps partagés entre les missions cliniques et cette structure d'appui qu'est le CRATB. Donc vraiment, on essaye de construire des choses en lien étroit avec le terrain. Voilà, donc toutes les régions françaises désormais ont un centre régional en antibiothérapie, dans les DOM également. Et donc au niveau territorial, vous avez peut-être déjà pu interagir avec ces équipes. On a les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Il y en a une par GHT, donc en Pays de Loire, une par département, sauf pour la situation Mayenne-Maine-et-Loire où c'est une EMA fusionnée puisque on n'a pas d'infectiologue actuellement sur le territoire mayennais. Donc ces équipes multidisciplinaires, elles ont essentiellement, et c'est une activité qui leur prend beaucoup de temps, une activité de conseil et d'expertise en infectiologie auprès de tous les professionnels, des hôpitaux, de la ville. Vous avez peut-être eu l'occasion d'interagir via les lignes d'avis qui sont maintenant très reportées vers les structures de téléexpertise comme Omnidoc, où dans tous les départements des Pays de Loire, vous pouvez avoir accès à cette expertise infectiologue pour un patient donné ou une problématique particulière. Les équipes multidisciplinaires, au-delà du rôle de conseil, ont aussi un rôle de formation, d'accompagnement des professionnels. On va dire que c'est un bras un peu plus opérationnel et de terrain que le CRATB régional. Et puis dernière d'apo pour vous parler de ce projet qu'on a déployé depuis maintenant à peu près 2 ans en région, qui s'appelle Fantasio. C'est un projet de bon usage des antibiotiques essentiellement centré sur la ville, avec une approche qu'on veut vraiment pluriprofessionnelle, donc à destination des infirmiers et infirmières, des pharmaciens, des médecins, pour vraiment aborder le bon usage sur différents aspects avec des boîtes à outils multiples à destination de ces différentes catégories de soignants. Et donc, EMA CRATB, si vous êtes intéressé par construire un projet vraiment dédié autour des antibiotiques et de leur bon usage, on est vraiment à votre disposition pour co-construire. On a aussi
des boîtes à outils à destination des usagers qui peuvent être intéressantes à déployer. Donc, n'hésitez pas à contacter le CRATB. Vous trouverez toutes les informations sur notre site medcal.fr que je vous invite à consulter. Voilà pour cette courte introduction. C'est vrai qu'on est une structure qui n'était pas très connue. C'est important pour nous de rappeler ce qu'est le CRATB. Et donc, je laisse la place maintenant au docteur Durand et à Madame Mauvillain pour la thématique prise en charge des plaies chroniques. Et j'en profite pour remercier chaleureusement les URPS pour la construction de ce webinaire et puis les oratrices qui ont répondu favorablement à notre demande. Et merci pour leur expertise. Donc du coup, Anne et moi, nous travaillons donc sur la filière plaie vasculaire sur le CHU de Nantes. Et on avait construit ce diaporama avec le docteur Marie Chauveau, qui est infectiologue justement sur le projet Fantasio. Donc elle n'interviendra pas aujourd'hui, mais elle avait construit la partie justement sur le côté plus, on va dire, sur tout ce qui est physiopathologie de l'infection et tout ce qui était antibiothérapie. Donc, en fait, là, on va s'intéresser à quel type de plaies? À des plaies qui sont des plaies chroniques. C'est-à-dire que dans des plaies aiguës qui sont des plaies post-chirurgicales, des plaies traumatiques, des plaies à type de brûlure, si on a un doute sur une infection, là, il faut contacter rapidement le chirurgien ou pour les brûlures, les unités de traitement des brûlures. Il n'y a pas d'antibiothérapie qui doit être mise à l'aveugle non plus, mais surtout un avis qui doit être fait en fait devant ce type de plaie. Nous, on va parler là aujourd'hui, et effectivement, Anne et moi, on s'occupe de plaies plutôt chroniques, c'est-à-dire des plaies qui évoluent depuis plus de 6 semaines. Donc, principalement, ça va être des ulcères vasculaires qui sont soit veineux, artériels ou mixtes, c'est-à-dire artériels et veineux, des escarres, notamment, alors nous, on va surtout prendre en charge des escarres de talons, mais peu d'escarres de sacrum, par exemple, qui seront plus prises en charge chez nous par les gériatres. Et les plaies de pied diabétiques ou mal perforants plantaires ou ulcères neurotrophiques qui vont être prises en charge chez nous par plutôt les endocrinologues. Mais en fait, les principes qu'on va donner seront valables pour toutes ces plaies chroniques. La physiopathologie de la peau va intervenir aussi sur tout ce qui est compréhension des possibles infections. La peau comprend 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Il y a un rôle de protection et d'homéostasie de la peau et une flore bactérienne qu'on appelle commensale, qui est une flore bactérienne normale et qui est en fait sur la partie superficielle qui recouvre en fait l'épiderme et qui est nécessaire au bon fonctionnement de la peau et à la cicatrisation. On a à peu près 10 puissance 4 à 10 puissance 6 germes par centimètre carré, donc on est recouvert en fait de bactéries, avec une variabilité quantitative et qualitative selon le pH de la peau, la température, l'humidité, et surtout aussi selon les zones géographiques. Et on voit sur le schéma en fait du petit bonhomme sur la droite que dans des zones effectivement où il y a un petit peu plus de macération, notamment sous les aisselles, l'écran inguinaux, le nombril, au niveau des pieds, il y a plus en fait de zones de colonisation bactérienne. Alors, qu'est-ce que l'infection de plaie? En fait, finalement, il va y avoir un rôle entre les bactéries qui sont sur la peau, mais qui vont proliférer encore plus quand on a une plaie, avec des facteurs de virulence en lien avec l'humidité et du coup la condition en fait de l'érosion cutanée. Les bactéries vont induire des lésions tissulaires locales et peuvent aggraver un petit peu le fait qu'il y ait une érosion, une plaie. Ça va induire une réponse immunitaire de l'hôte avec une réponse inflammatoire. L'objet, c'est de détruire les bactéries, c'est-à-dire la cause du retard de cicatrisation. Mais si ça se prolonge, cette espèce de balance qui doit normalement être assez équilibrée, et si elle se déséquilibre ou si ça se prolonge justement dans le temps, on peut avoir une inflammation excessive et prolongée qui va causer un retard de cicatrisation, les lésions tissulaires, la dégradation, voire l'extension en fait de la plaie et de l'infection. On parle là au début, et on va le voir après, du juste infection locale sur la plaie qui peut devenir loco-régionale ou systémique selon la sévérité de l'infection. Excusez-moi. Ce qui va favoriser l'infection de la plaie, ça va être les facteurs qui sont liés à l'hôte, forcément l'immunodépression, l'âge, le fait qu'il y ait une hypoxie, c'est-à-dire les artériopathes sévères, le fait qu'il y ait une grosse anémie, une insuffisance respiratoire ou cardiaque, le diabète qui favorise toutes les infections, la dénutrition
et l'obésité. Alors l'obésité aussi par la macération, mais par une espèce d'immunosuppression en lien aussi avec des obésités morbides. Et on peut être obèse et dénutri, ce qui aggrave encore plus le terrain. Et puis certains médicaments ou toxiques, alors le tabac, l'alcool, la corticothérapie, mais aussi des chimiothérapies qui peuvent favoriser en fait et la survenue de la plaie, le retard de cicatrisation et l'infection. Il y a des facteurs qui sont environnementaux, avec un environnement sale, contaminé. Le fait d'être hospitalisé à de nombreuses reprises va sélectionner des bactéries qui risquent d'être résistantes. Des facteurs microbiologiques selon la virulence de certains germes qui peuvent persister en fait dans le temps. Le fait qu'il y ait un biofilm, c'est-à-dire une espèce de film en fait sur la zone érosive, et ce film un peu protéique, cette espèce de trame protéique va être une espèce de trame de soutien des bactéries et de la fibrine. Mais ça devient un peu compliqué de rentrer dans le détail du biofilm. Des facteurs liés à la plaie, plus la plaie est grande, plus elle est proche des origines, des orifices, c'est-à-dire les plaies périnéales, en fait, les plaies sacrées qui sont proches du périnée également, parce que ça va favoriser la macération, la colonisation par les bactéries urinaires et des selles. Dès qu'il y a des corps étrangers, des tissus nécrotiques non retirés qui ont un même effet que le corps étranger et qui vont risquer de se surinfecter. Et dès que la plaie est très exsudative, du coup, avec un œdème qui va être mal jugulé et mal absorbé par les pansements, les bactéries vont avoir tendance à se multiplier dans cet environnement trop humide. Et on va avoir en fait une évolution en fait de la plaie qui peut aller d'un stade de contamination où il y a juste plus de micro-organismes sur cette plaie qu'on ne devrait en avoir sur la peau, en fait, la peau habituelle. Là, du coup, c'est juste contaminé, il n'y a aucun retard de cicatrisation, aucun signe clinique. On peut avoir une colonisation où finalement, on va avoir même une balance qui va être complètement déséquilibrée avec une prolifération des bactéries sur la plaie. Il n'y a à nouveau aucune réaction clinique de l'hôte, aucune réaction inflammatoire et pas de retard de cicatrisation. Puis après, on va avoir un stade d'infection locale de la plaie avec du coup des signes qu'on va revoir d'augmentation de chaleur locale, d'érythème, d'écoulement purulent. Et là, la plaie peut se dégrader rapidement, s'élargir, devenir douloureuse, avoir des mauvaises odeurs, etc. Puis, on va avoir une propagation de l'infection au niveau loco-régional avec clairement des signes de dermohypodermite des résipelles, avec un érythème diffus, une lymphangite, avec des signes généraux, avec de la fièvre, etc. Puis une infection éventuellement systémique qui peut aller jusqu'au choc septique et à la défaillance d'organes. Donc en fait, on a une augmentation de la charge microbienne de la plaie entre le stade de contamination, colonisation, en fait, et le stade du coup plus systémique, avec justement cette flèche qui symbolise l'augmentation de cette charge microbienne. Alors, quand on revient en fait à ça, si on fait il ne faut pas, et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de prélèvement. Il ne faut pas faire de prélèvement dans les stades de contamination-colonisation, puisque du coup, on va avoir la flore commensale, c'est-à-dire la flore qui recouvre la peau et qui recouvre la plaie. Donc cette flore, en fait, qui est normale, qui est peut-être un petit peu en déséquilibre, en fait, on n'a aucune indication à la prélever, et du coup, on n'a aucune indication à mettre une antibiothérapie, surtout pas locale, et encore moins systémique. Par contre, quand la colonisation est plus importante, on va avoir une augmentation de la charge bactérienne en fait sur la plaie. Mais par contre, à nouveau, si on faisait un prélèvement, on n'aurait que de la flore cutanée normale. Donc, aucune indication à faire un prélèvement. Et là, dans les stades vraiment d'infection, ça va être un diagnostic clinique, éventuellement biologique pour voir si on voit une augmentation de la CRP. La charge bactérienne va dépasser les capacités immunitaires de réponse de l'hôte et va créer une réaction inflammatoire, mais aucun intérêt à faire un prélèvement local non plus, puisque du coup, ce qu'on va prélever, ça va être la flore locale. Donc, à des stades de contamination, colonisation, le diagnostic clinique va être de retrouver des écoulements qui sont souvent un petit peu verts ou un peu jaune fluo, qui vont être sur les pansements ou sur la plaie avec une mauvaise odeur. Mais à nouveau, donc pas d'indication à un prélèvement local.
pas d'indication à un traitement par antibiotique et uniquement une adaptation, comme vous allez voir tout à l'heure, sur les soins locaux pour diminuer le nombre de bactéries qui sont présentes sur la plaie. Quand on est à un stade d'infection locale de la plaie, c'est là qu'on peut avoir une plaie donc, qui s'agrandit, un érythème qui se majore, une plaie qui devient rapidement douloureuse, comme on voit sur la photo du milieu et du bas, un écoulement purulent en fait qui se fait. Là, effectivement, on a des signes manifestes de l'infection et là, on va être dans une indication d'une antibiothérapie sans prélèvement local. Plus on avance donc dans la propagation de l'infection, plus on a, comme sur la photo de droite, une dermohypodermite, avec du coup la chaleur, la fièvre, l'érythème, etc., voire l'infection, comme on disait, systémique, et à nouveau la antibiothérapie sans prélèvement superficiel. Les soins locaux dans les stades d'infection locaux ou régionaux sont aussi adaptés, mais du coup, vous verrez, globalement, c'est les mêmes, quel que soit le stade de la plaie. Donc, à tous les stades de la plaie, il y a des bactéries, et même sans plaie, vous êtes recouvert de bactéries et les patients aussi. Un prélèvement superficiel, du coup, identifiera une bactérie, mais qui ne nous servira absolument pas à traiter l'infection, puisque du coup, on va traiter et on verra par quel antibiotique. Ça ne nous permettra pas de trancher entre contamination, colonisation et infection, et du coup, ça risque uniquement de donner des fausses envies de traiter, donc des fausses envies de mettre des antibiotiques qui clairement ne doivent pas être là. Donc si en fait on n'a pas de signe d'infection, aucune indication au prélèvement, si on a des signes cliniques d'infection, on traite et donc l'écouvillon ne servira pas à grand-chose. Pour diagnostiquer l'infection, il faut se méfier parce que parfois on peut avoir des doutes. Là, vous voyez sur cette plaie, on pourrait se dire elle est de grande taille, elle est un peu jaune. Est-ce que du coup on est dans le jaune un peu sale ou pas? C'est difficile. Mais en fait, ça, c'est une plaie qui est uniquement fibrineuse. Et les dépôts jaunes sont des dépôts de protéines qui sont des dépôts fibrineux, en fait, et qui ne correspondent pas à des signes d'infection. Donc cette plaie, aller faire un prélèvement superficiel, aller traiter, etc., n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a pas de signe du tout d'érythème, pas de signe de pus et que la fibrine a beau être jaune, c'est la présence en fait de ce dépôt protéique et du coup, il y a une indication à faire de la détertion, à adapter les pansements, mais pas en fait à faire de prélèvement ou d'antibiothérapie. Dans ces deux plaies-là, vous voyez là l'écoulement qui est vraiment vert, qui peut être présent sur la plaie ou des fois uniquement sur les dispositifs médicaux que vous retirez, que ce soit les compresses ou sur les pansements. Souvent, il y a une odeur assez caractéristique. C'est une colonisation apiocyanique, mais le patient n'est pas fébrile, n'a pas d'érythème tout autour de la plaie. Alors sur la première photo qui est en gros plan, on a l'impression que c'est un petit peu rouge, mais si en fait on s'éloignait, on verrait qu'il n'y a pas d'érythème du tout au niveau du reste de la jambe. Et du coup, en fait, vous voyez comme sur la photo de droite, ça peut être complètement vert fluo avec aucun signe inflammatoire périphérique. Et du coup, c'est une colonisation locale, donc soins locaux uniquement, sans prélèvement, sans antibiothérapie. Là, à ce stade-là, vous voyez qu'autour de la plaie, il y a une collerette sur environ même 10 cm à peu près au-dessus de la plaie, là, qui en fait est érythémateuse. On voit que la plaie est très macérée, donc elle est très exsudative. Elle s'est agrandie, il y a une mauvaise odeur, les écoulements sont sales. Pourtant, là, on ne voit pas d'écoulement vert comme sur la photo précédente, mais ce sont tous les autres signes, sans autre cause, c'est-à-dire sans autre étiologie, qui vont nous faire dire oui, la plaie est probablement infectée. À ce stade-là, ce sont la photo de droite, c'est la photo qu'on vous avait mis tout à l'heure. Dès qu'on a un écoulement purulent, dès que la plaie s'agrandit avec cette inflammation périlésionnelle, du coup, on va parler effectivement d'infection de plaie et du coup d'une indication à des antibiotiques. Et si on a une dermohypodermite, que ce soit sur toute la jambe comme un érésipèle classique ou sur cette nécrose d'orteil où on a une dermohypodermite de l'orteil et qui remonte même sur le dos du pied, on voit en fait un érythème qui remonte un peu en triangle en fait sur le dos du pied. Là, à nouveau, indication à une antibiothérapie. Quand on a des hématomes, les hématomes non détergés comme sur la photo peuvent se surinfecter aussi secondairement. Donc si on a un manque de détertion, notamment pour les hématomes, ça augmentera le risque d'infection et ça va faire des infections un peu plus sévères parce que ça va faire comme l'équivalent d'un abcès qui ne serait pas drainé. Et donc sous la grosse plaque de fibrine ou sous des plaques de nécrose d'hématome, en fait, il peut y avoir une infection. Donc ça va être détertion et antibiothérapie. On voit à nouveau sur cette photo un érythème qui correspond à la dermohypodermite en lien avec cet hématome surinfecté.
Dans les infections de plaies diabétiques, il y a des classifications qui en fait reprennent un petit peu les mêmes principes mais sont adaptées à la plaie de pied diabétique. Donc là, à nouveau, vous voyez des plaies qui ne sont pas du tout infectées, pas d'érythème, pas d'écoulement purulent, rien du tout. Ce sont des plaies qui sont clairement locales par l'hyperpression et par la neuropathie. À des stades, vous voyez, plus importants, on a l'érythème avec la dermohypodermite et donc là, on a une infection qui est dite légère avec des signes qui sont bien décrits dans cette classification de gonflement, d'érythème sur moins de 2 cm, d'une sensibilité locale mais qui peut manquer sur les plaies en lien avec des neuropathies. À nouveau, les écoulements purulents. Et puis des infections, dans ce cas-là modérées, vous voyez là la dermohypodermite qui étend à plus de 2 cm autour de la plaie et qui même s'étend au niveau du pied avec une extension en profondeur au niveau des tendons, muscles, articulations ou os. Et même dans ce cas-là, l'infection sévère avec les critères de sepsis, avec une fièvre, avec des signes de mauvaise tolérance sur le plan cardio-respiratoire ou biologique. Donc les classifications dans les plaies de pied diabétiques reprennent la même gradation de charge bactérienne et d'évolution locale ou systémique que sur les plaies classiques. Dans l'ostéite du pied diabétique, en fait, il faut avoir la radio facile et y penser dès que la plaie est de plus de 6 semaines, dès qu'elle est creusante et que vous avez un contact osseux, d'autant plus si le patient a déjà été amputé pour infection, parce qu'on sait que quelqu'un qui a déjà fait une plaie une plaie de pied diabétique risque d'en refaire. Dès qu'il y a des signes de dermohypodermite avec orteil en saucisse, il faut rechercher l'ostéite. Et comme vous voyez sur la radio, sur le deuxième rayon, on a une destruction en fait de l'articulation interphalangienne proximale qui signe l'ostéite. Donc nous, on a une filière dédiée qui en fait est avec l'endocrinologie, mais ça peut être selon les endroits aussi d'autres services qui prennent en charge ces patients. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué l'infection, c'est-à-dire on a dit c'est une infection parce que cliniquement, on a retrouvé les signes de dermohypodermite bactérienne, parce qu'on a un abcès, c'est très facile, on sait que c'est sûr qu'il y a une infection, on sait que c'est probablement une infection, tous les signes que je vous ai montrés de dégradation rapide de la plaie, sans autre facteur d'aggravation, d'apparition d'une douleur, d'un écoulement purulent, de ce fameux érythème qui survient sur le tour de la plaie et qui n'est pas, on va le voir, de l'eczéma ou de la macération. Là, dans ce cas-là, il faut discuter d'une antibiothérapie ciblée sur la flore cutanée classique et donc à nouveau, pas de prélèvement local à réaliser. Donc l'antibiothérapie dans les infections de plaies, en fait, ça sera plutôt de l'association amoxicilline acide clavulanique en 50 mg par kilo par jour en 3 prises. Au-delà d'un objectif de 1 gramme x 3 par jour, c'est-à-dire pour des patients notamment avec des obésités, on va compléter avec de l'amoxicilline, c'est-à-dire qu'on va caper à 1 gramme x 3 par jour d'amoxicilline acide clavulanique et on rajoutera de l'amoxicilline seule, 500 mg ou 1 gramme x 3 par jour en fonction du poids du patient. Il faut faire attention aussi à la fonction rénale des patients puisque du coup l'amoxicilline acide clavulanique s'adapte à la fonction rénale. Si on a une contre-indication en bêta-lactamine, on va être sur une antibiothérapie par clindamycine, 600 mg x 3 par jour pour des poids de moins de 90 kg ou 900 mg x 3 par jour pour des poids de plus de 90 kg. Et l'alternative, si on a une infection qui va être modérée, ça sera l'association ceftriaxone-métronidazole et d'une durée de 7 jours. Quand on est sur des infections sévères, là, comme du coup, vous êtes plutôt sur de la prise en charge en ville, on ne l'a pas mis avec ma collègue infectiologue, mais quand on est sur des infections sévères, on va être plus sur de la tazocilline, par exemple, ou adapté à l'antibiothérapie quand on a eu déjà des prélèvements, notamment dans le pied diabétique, quand on a déjà eu des prélèvements osseux, on ciblera l'antibiothérapie aux antériorités. Parfois, donc, c'est subtil et du coup, il faut toujours penser que ça peut être une optimisation des soins locaux avant de penser qu'il y a forcément une infection. Et du coup, dans des plaies, et on vous montrera par la suite, dans certaines plaies en fait qui ont l'air en fait d'avoir un petit érythème périphérique, on n'a finalement pas de signe d'infection et il faut savoir reconnaître quand c'est de l'eczéma ou quand c'est une brûlure de la peau pour justement ne pas mettre des antibiotiques par excès.
Donc, je passe la parole à ma collègue Anne Mauvillain pour les soins locaux devant une plaie infectée ou non infectée ou colonisée. Donc, on a vu que la macération favorise la pullulation bactérienne et les signes infectieux locaux. Vous voyez bien qu'il y a une jambe où on devine que la peau périlésionnelle est très macérée. Donc, on n'a pas réussi à avoir la classe de pansement adaptée des exsudats. Et donc, après, on a une plaie qui est bien verdâtre, donc en bonne colonisation. Donc, le traitement numéro 1 des plaies, c'est de les laver. Il faut les laver pour diminuer la charge bactérienne et pour limiter la macération, parce qu'on sait que les plaies vont guérir en milieu humide, mais il ne faut pas que les berges des plaies soient macérées. Donc, il va falloir, pourquoi pas, aller plus souvent faire le pansement si la plaie est fortement exsudative, ou alors prendre des pansements plus absorbants, et en tout cas des pansements beaucoup moins occlusifs. Donc, on a dit nettoyage de la plaie, ça se fait à chaque réflexion de pansement et c'est tout simple, ça se fait avec de l'eau et du savon. Donc, le savon, ça va être du savon acheté en pharmacie, pas de savon de Marseille ou d'Alep avec des pH beaucoup trop élevés qui vont agresser la peau périlésionnelle et la plaie. Donc, ça se fait avec à la main avec un gant vinyle ou le gant de toilette et puis après, on va sécher en tamponnant, mais non pas en frottant. Alors, les antiseptiques, faut-il les utiliser ou pas? On ne les utilise pas du tout en soins chroniques. Les plaies sont, vous avez entendu, naturellement colonisées. Donc, on a besoin de cette flore commensale pour cicatriser. Donc, appliquer des antiseptiques risque de casser cette flore commensale. Nous, ça nous arrive de façon exceptionnelle d'utiliser des antiseptiques, mais ça va être 2-3 jours sur des plaies vraiment extrêmement sales et purulentes. On sait également que les antiseptiques peuvent donner un risque de sensibilisation allergique. Et sinon, donc on a dit qu'on nettoyait toujours à l'eau, au savon. Beaucoup de publications ont montré qu'il y avait une efficacité identique au sérum Phi et au lavage au savon. Alors, donc on a vu que rien ne remplaçait le savon. Donc le sérum Phi, on peut l'oublier, comme l'eau stérile. Par contre, c'est vrai que si on a un pansement collé, on peut rincer. Soit il y a des infirmières libérales qui préfèrent avoir le sérum Phi. Et puis c'est vrai que des fois, il y a des domiciles de patients où il y a une telle incurie que c'est plus simple d'avoir du sérum Phi en bouteille. Les dosettes ne sont pas remboursées, ça vous le savez, et on peut prescrire des flacons de sérum Phi en flacon, bien sûr. Alors, vous avez bien compris que les plaies chroniques n'étaient pas du tout stériles, donc pourquoi utiliser des sets à pansement stériles? La plupart du temps, on a tout en stérile. Pourquoi utiliser un champ stérile, des pinces, une paire de ciseaux et des gants stériles? Non, on va rester le plus simple possible dans la prise en charge des plaies. Moi, je vais arriver, je vais nettoyer ma plaie à l'eau au savon avec un gant et après, utiliser des gants vinyle ou latex si possible. Ce qu'il faut faire pour limiter le risque d'infection, c'est la détertion. En tant qu'infirmière, je sais que la détertion, c'est un moment assez chronophage, mais elle est vraiment nécessaire pour après aller vers le bourgeonnement et la cicatrisation. Donc la détertion est mécanique. Il faut pouvoir retirer les plaques de fibrine épaisses, même au scalpel. Et puis si les hématomes sont ouverts, il faut retirer les caillots avec une curette et puis un peu d'oxygéné. Et si par exemple vous êtes devant un patient qui a une plaie très étendue avec beaucoup de fibrine, où c'est compliqué d'aller faire la détertion à la curette, alors là on peut prendre le système Getox. C'est comme un petit Karcher qu'on utilise en milieu hospitalier ou HAD. Alors quel pansement utiliser si la plaie est surinfectée? Donc les plaies, les différents dispositifs, les différentes classes de pansement, eh bien déjà on va faire en fonction des exsudats. Si vous avez une plaie qui ne coule pas du tout, là on peut mettre une interface. Si elle coule moyennement, un hydrocellulaire, vous les connaissez tous, à type Mepilex. Et si on commence à avoir des plaies qui coulent, on peut utiliser avec des exsudats importants, eh bien on peut utiliser soit des fibres à haut pouvoir d'absorption, soit des alginates. Et après, ces deux classes-là, les fibres à pouvoir d'absorption ou alginates, on peut superposer plusieurs couches les unes sur les autres. Enfin, si vous avez une plaie qui est très exsudative, fortement exsudative, là, il existe la classe des super absorbants. Alors, on va parler des alginates dans la prise en charge des plaies
colonisés ou infectés. Donc les alginates, donc ils ont une grande capacité de drainage et ils ont aussi un petit côté antibactérien, donc ils ont fait leurs preuves dans différentes études. En plus, ce sont des pansements neutres, donc on va toujours nettoyer à l'eau, au savon. Est-ce que j'humidifie ou pas mon alginate? Comme la plaie est fortement exsudative, non, on va mettre l'alginate sec, superposé, compresse et bande de maintien. Vous avez également, après les alginates, les pansements à base d'argent. Donc, ces pansements-là, ils ont une activité antibactérienne qui permet de diminuer la charge locale. Donc, pendant longtemps, il y avait énormément de laboratoires qui avaient leur pansement à l'argent qui étaient remboursés. À un moment, il y a eu un petit nettoyage de tout ça. Et seul le laboratoire Urgo, avec sa gamme Urgotul Argent, Urgocell Argent et Urgoclean Argent, à ces pansements remboursés. Il existe toujours sur le marché Aquacel Argent ou Actisorb Argent, mais ces pansements-là ne sont pas du tout remboursés, sont à la charge du patient. On dit que ces pansements-là, on peut les utiliser, c'est recommandé les utiliser à peu près 15 jours, voire maximum un mois. Enfin, dernier pansement intéressant dans la prise en charge des plaies infectées pour diminuer la charge bactérienne, eh bien, c'est la gamme Sorbac. Donc Sorbac, c'est un pansement antimicrobien avec la matrice DAAC qui chope les bactéries et les levures. Il n'y a pas du tout d'agent chimique dans cette texture verte. C'est le vert qu'on met directement au contact de la plaie. Donc il existe plusieurs formes de Sorbac. Vous voyez le super absorbant, l'absorbant, le Sorbac gel compresse. Ces trois formes-là sont remboursées, alors que le ribbon et la mèche ne sont pas du tout remboursés en ville. Donc il faut faire attention à ça également. Et on ne peut pas mettre juste Sorbact sur l'ordonnance parce que Sorbact, c'est vraiment un nom de marque. Et du coup, il faut mettre Sorbact et la forme du pansement qu'on veut, parce que souvent, on voit que du coup, les pharmaciens d'officine ne savent pas ce qu'on veut si on met juste Sorbact. Et donc, il faut préciser en fait le type de pansement, super absorbant ou absorbant. Donc, voilà pour les dispositifs pour les différentes classes de pansement. Donc, pour diminuer les œdèmes, eh bien, s'ils sont récurrents, s'ils sont toujours sans compression, eh bien, on risque d'avoir une récurrence d'érysipèle et de lymphangite. Donc, il faut la compression médicale. La compression médicale est essentielle donc, pour éviter ces récidives. Donc, on peut l'utiliser avec soit des bandes d'allongement courts qu'on appelle, qui sont par exemple la Rosidalka, ou alors les bandages multitypes, type Coban 2, Ergo K2, Kit Biflex Short Strange, désolée, c'est dur à dire. Et puis après, si les patients ont une morphologie de jambes classique, on peut utiliser les bas de compression. Quand on parle de bas de compression, la chaussette est aussi efficace que le bas cuisse ou le collant. Alors attention, tout érythème, on ne panique pas devant une rougeur de jambe, ce n'est pas forcément une infection. Par exemple, sur votre gauche, là, on voit bien que c'est un eczéma, on voit bien que c'est un eczéma de contact avec un pansement. On pourrait deviner même quelle classe c'est. On devine un peu au centre de cet érythème une petite plaie et vous voyez le pansement, l'eczéma qui a été provoqué par le pansement. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut, vous voyez bien que le pansement n'est pas du tout adapté à la taille de la plaie. Donc, il faut savoir, on peut découper les pansements et les conserver dans leur poche, dans leur emballage. Il n'y a aucun souci, comme on sait que la plaie n'est pas du tout stérile. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cet eczéma? Eh bien, on va changer de classe de pansement. Et puis, sur l'eczéma, eh bien, on va appliquer des dermocorticoïdes jusqu'à disparition de l'eczéma. À droite, vous avez une dermite caustique. Alors, la dermite caustique est souvent associée à une classe de pansement qui n'est pas adaptée aux exsudats. Si par exemple vous avez une plaie qui est fortement exsudative et que vous mettez une interface, eh bien l'interface ne va pas absorber les exsudats, donc les exsudats vont aller sur la paupière lésionnelle et ils vont la brûler. C'est ça une dermite caustique. C'est comme une brûlure, les patients souffrent terriblement. Donc notre objectif là, on va toujours laver à l'eau au savon et on va changer de classe d'absorption. On va mettre une classe de pansement qui va absorber plus.
Alors, dans les infections en fait dermo-hypodermites de jambes, dans les érysipèles, c'est bien sûr une contre-indication de mettre un dermocorticoïde. Mais justement, on a mis ces photos-là exprès parce que si on a reconnu qu'il y avait les petites vésicules, qu'il y avait un prurite, qu'il y avait en fait les petites fissures, comme vous avez sur la photo de gauche, c'est typiquement un eczéma. Et du coup, là, on peut mettre les dermocorticoïdes sans arrière-pensée pour une dermo-hypodermite. À droite, en fait, là, ce qui va nous aider, c'est ce que disait Anne, le côté brûlure locale. C'est-à-dire qu'en fait, la peau, quand on va regarder ce qu'on appelle à jour frisant, on va voir en fait que ça fait une brûlure très superficielle de la peau et c'est d'ailleurs ça qui est très douloureux pour le patient. Et on voit bien que le patient n'a pas de fièvre, que l'érythème est très localisé sur la zone de macération et du pansement. Et du coup, à nouveau, on pourra mettre des dermocorticoïdes sans arrière-pensée. Souvent, en fait, le piège, là, il y a beaucoup de patients qui arrivent en fait à la consultation, qui ont eu plusieurs lignes d'antibiothérapie pour des tableaux qui sont clairement des lésions locales dermatologiques et qui, du coup, ben, s'améliorent pas parce qu'en plus, les pansements sont, comme disait Anne, ben, mis de plus en plus grands sur la zone de l'eczéma au lieu de laisser respirer un petit peu la peau. Et les antibiotiques vont faire que sélectionner en fait les bactéries et n'amélioreront pas la condition locale. Donc, érysipèle bilatérale, on voit ça assez souvent. Non, c'est souvent une dermite de stase. C'est exceptionnel d'avoir un érysipèle bilatéral. C'est vrai que si on touche les jambes, on regarde, on a un érythème au niveau des deux jambes, et puis on touche, on a quand même une petite chaleur. C'est quoi? C'est la dermite de stase. Et cette dermite de stase, eh bien, elle va être traitée par la compression médicale. Et là, on reconnaîtra aussi que du coup, il y a un œdème rétentionnel, c'est-à-dire un œdème qui prend le godet, qui en fait, du coup, le patient ne sera pas fébrile, n'aura pas d'adénopathie, il n'aura pas de signes qui font penser à vraiment un érysipèle. Et d'ailleurs, ça arrive souvent que les patients arrivent aux urgences pour ça, sont hospitalisés dans le service, tous les antibiotiques sont arrêtés, et en fait, ils sont mis uniquement au repos, et comme disait Anne, avec des bandages compressifs. Quand la plaie va trop bien et qu'elle est hyper bourgeonnante, elle est très rouge et pourtant c'est la plaie qui est très rouge et là elle va trop bien. Et là il n'y a aucune indication non plus à un prélèvement ni à une antibiothérapie, c'est qu'en fait les pansements ont trop stimulé le bourgeonnement et donc cette plaie-là n'est pas du tout infectée, peut saigner au contact parce que justement cet hyper bourgeon qui est du tissu de soutien très vascularisé va être un petit peu et sensible et saignant au contact, mais en tout cas, il n'y a aucun signe infectieux. C'est une plaie chez qui il faut arrêter tout ce qui va stimuler le bourgeonnement. Donc, on a laissé exprès de la place pour les questions, en fait, si vous en avez. Pour ceux qui sont dans l'agglomération nantaise, on est accessible soit par Omnidoc, justement, plaies vasculaires, pour les plaies vasculaires. Si vous nous posez des questions sur des plaies non vasculaires, on risque de vous donner une réponse, mais de vous adresser vers nos collègues. On a une adresse mail aussi qui nous permet de répondre sans que ça passe via Omnidoc. Et mes collègues infectiologues sur le CHU de Nantes, mais je pense sur les autres endroits aussi, à Angers, etc., ont aussi une ligne Omnidoc d'infectiologie pour les infections qui nécessitent en fait un avis. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Dans les questions ou dans les remarques, flacon sérum fin non remboursé si prescrit pour un lavage de plaie. Et alors en fait, le flacon de sérum physiologique, c'est vrai que nous, on n'en prescrit plus. Moi, j'en prescris plus, pareil. Je dis nous parce que ma collègue infirmière aussi fait des prescriptions infirmières, mais nous, on n'en prescrit plus parce qu'en fait, on utilise vraiment sur les plaies chroniques que du lavage à l'eau et au savon. Donc en fait, même l'eau du robinet, du moment que la bouteille est propre et que voilà. Après, je comprends qu'au domicile de certains patients, ce soit compliqué d'avoir quelque chose de propre et c'est là que reste éventuellement l'intérêt du flacon de sérum physiologique. Après, s'il est prescrit pour un En lavage fait, de... excusez-moi, c'est moi qui ai Oui, posé, qui ai donné l'information parce que vous avez précisé que les dosettes n'étaient pas remboursées, mais je voulais oui. préciser que les flacons de sérum Phi non plus, puisqu'ils sont pas, ils sont remboursés dans la perfusion, mais pas dans le lavage des plaies. C'était juste une information. Je suis En fait, pharmacien et c'était pour vous donner l'information parce que dans votre discours, ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que je sais que certains de mes collègues, notamment qui prennent en charge aussi des plaies, des fois prescrivent sur l'ordonnance
flacon sérum physiologique, un flacon de 250 ou de 500. Et en fait, on ne met pas que c'est pour le lavage. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'on le fait. Mais effectivement, vous avez raison que ça paraît. Enfin, moi, je pense qu'en plus, c'est pas remboursé parce que c'est complètement utilisable, non utilisable plutôt, et remplaçable par le lavage et l'eau au savon. Alors, peut-on utiliser des dermocorticoïdes de classe forte sur un eczéma périplé ou des classes moins fortes? Alors, on peut utiliser, quelle que soit la classe des dermocorticoïdes, mais habituellement, nous, on n'utilise pas la classe la plus forte, on utilise la deuxième classe, c'est-à-dire Betnéval, Nérisone, Diprozone, c'est ce qu'on va utiliser. Après, il n'y a pas de contre-indication à utiliser un dermocorticoïde plus fort. On l'utilise pendant au moins une huitaine de jours, 8-10 jours, et c'est à prolonger jusqu'à persistance de l'eczéma. Alors, protocole pour les plaies hyperbourgeonnantes. Alors, nous, on n'utilise pas du tout de crayon au nitrate d'argent. Nous, on va mettre les dermocorticaux directement sur l'hyperbourgeonnement. C'est comme un soufflet. Donc, notre objectif, c'est de le faire tomber pour après que la plaie, le lit de la plaie soit au même niveau que la peau. Hein, donc, on fait ça pendant plusieurs jours. Et puis après, donc, on repart sur un traitement classique. Et alors, sur les plaies hyperbourgeonnantes, sur des petites plaies, vous pouvez utiliser du crayon de nitrate d'argent, mais en fait, ça va être assez chronophage, en fait. Et puis, du coup, c'est bien sûr un crayon de nitrate d'argent pour un patient. En fait, on ne peut pas le mettre pour plusieurs patients. Et c'est pour ça qu'entre le temps passé et le dispositif en lui-même, les dermocorticoïdes seront vraiment suffisamment efficaces. Après, sur la durée des dermocorticoïdes, on ne peut pas vous dire parce qu'en fait, c'est à revoir au jour le jour. C'est-à-dire que si en fait, il n'y a pas d'amélioration, ben, on continue. Si en fait, il y a une amélioration, on arrête les dermocorticoïdes. Alors, dans quel cas faut-il être en stérile et utilise-t-on de l'eau stérile? Dans les plaies chroniques, jamais. Dans les plaies chroniques, on n'est jamais en soins stériles, en fait, puisque du coup, par principe, justement, il y a cette colonisation. Et donc, en fait, c'est pareil, si au domicile d'un patient, on n'a même pas un endroit pour poser un petit endroit propre, là, ok, il n'y a pas de souci pour prescrire cet apansement. Pour, en fait, des grandes plaies, pourquoi pas aussi, mais pour des toutes petites plaies, je pense qu'il faut une réflexion sur la consommation écologique et économique et de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce plateau pour des fois une plaie qui fait 1 centimètre et sur laquelle on n'utilisera pas le matériel qui va être utilisé. Et l'eau stérile, c'est comme le sérum physiologique, c'est-à-dire que du coup, vous ne prenez pas de douche à l'eau stérile et au sérum physiologique. Donc finalement, pour laver une plaie, c'est comme si vous vous laviez. Et d'ailleurs, nous et tous les centres de cicatrisation, on promeut beaucoup les douches et le lavage avec de tout le corps, dont de la plaie. Donc il faut s'organiser pour que le patient puisse être lavé et se laver avant en fait la réfection des pansements. Quel type de savon? Quel type de savon? Donc, le plus, savon hypoallergénique sans parfum, hein, donc acheté en pharmacie. Et donc, comme je vous avais dit, pas des savons, on pense que le savon de Marseille, bien, non, pas du tout. Et sinon, ce qui est intéressant aussi, ce sont les huiles lavantes. Les huiles lavantes sont bien parce que ça permet aussi d'hydrater pas mal la peau périlésionnelle. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et après, selon le moyen des patients, moi, des fois, je vais aussi leur dire si vraiment c'est des patients qui ont peu de moyens, parce que les savons et les savons, les huiles, etc., c'est bien, mais c'est assez onéreux et non remboursé. Et si jamais, en fait, ils ont très peu de moyens, dans ce cas-là, on leur conseille d'acheter en supermarché aussi des gammes hypoallergéniques sur gras, parce que en fait, il faut imaginer que tout ce qu'on prescrit qui est à la charge des patients, quand ça survient sur des patients qui sont à faible niveau socio-économique, en fait, ça peut les mettre en difficulté. Donc, dans l'idéal, c'est clair que c'est le savon de parapharmacie, pharmacie, mais si en fait ils n'ont pas les moyens, il vaut mieux justement des savons hypoallergéniques que le savon de Marseille, qui est clairement pas une très bonne idée. Alors, quels sont les critères de décision au sujet d'une détertion mécanique d'un ulcère? Alors, sur un ulcère veineux, en fait, il faut enlever la fibrine. Donc, sur une plaie veineuse pure, il n'y a pas de critère de décision, c'est qu'il faut toujours faire de la détertion. Sur une plaie artérielle ou mixte, en fait, c'est la sévérité de l'artériopathie
et est-ce qu'elle a été évaluée, qui va nous faire dire si on peut faire ou pas la détertion. C'est-à-dire que si en fait le patient est artériopathe, là dans ce cas-là, on attend en fait d'avoir l'avis du chirurgien vasculaire ou du médecin vasculaire qui va dire c'est OK pour faire de la détertion. Dans certaines plaies aussi très douloureuses comme l'angiodermite nécrotique, qui est une plaie par atteinte des tout petits vaisseaux, on va dire pas de détertion pour l'instant parce que au début de la prise en charge de la plaie, parce qu'en fait, le phénomène de détertion qui peut être sensible peut relancer l'extension de la plaie et la douleur. Donc, comme on essaye de calmer la douleur, on peut mettre en attente un peu la détertion. Et il y avait place des antibiothérapies dans la prise en charge des ulcères. Du coup, dans la prise en charge de l'ulcère classique, jamais. Si en fait on pense à une dermohypodermite, oui. Et si on a des doutes sur, comme on disait, une infection locale avec l'érythème, les écoulements purulents, etc., là, antibiothérapie, mais une antibiothérapie de 7 jours, pas d'indication à des antibiothérapies longues. Donc, place très courte. Peut-on utiliser une antalgie locale pour réaliser des soins locaux chez les patients douloureux? Oui, il faut même. Alors, il faut utiliser des antalgiques péros en premier, c'est-à-dire que du coup, palier 1, 2, 3, il faut adapter pour que l'antalgie puisse se faire correctement. Les infirmiers ne peuvent pas faire de détertion si le patient est douloureux. Des fois, il faut même utiliser de l'anxiolyse par quelque moyen que ce soit, parce que des fois, le patient va être très anxieux de la détertion parce qu'il a des mauvaises expériences. Donc, en fait, ça va passer du détournement d'attention à des fois même des anxiolytiques ou du méopa pour permettre un soin correct. Et sur l'antalgie locale, oui, c'est bien. La difficulté qu'on a, ça va être le remboursement des produits, puisque le seul qui a une AMM et un remboursement, c'est la lidocaïne, c'est-à-dire l'EMLA, qui en fait doit être posée au moins 20 minutes, une demi-heure pour être efficace. Le soin local à domicile, 20 minutes, une demi-heure, c'est infaisable. Donc c'est vrai qu'on utilise de la xylocaïne. La xylocaïne c'est vrai hors AMM. Maintenant, ça rend quand même de très très bons services pour la prise en charge antalgique du patient. La xylocaïne en spray n'est pas du tout remboursée, donc c'est vrai qu'on ne l'utilise pas puisque le coût peut être assez élevé en ville pour les patients. La xylocaïne en gel buccal peut être utilisée ou en gel urétral, mais c'est vrai que si on veut chipoter, si un jour il y a en fait un ciblage de la sécurité sociale là-dessus, effectivement, on pourra dire que c'est hors AMM. Mais dans ce cas-là, faudra donner aux infirmiers la possibilité d'être rémunérés au temps de travail à domicile avec les 20 minutes, une demi-heure, ce qui clairement n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pourquoi pas les stylos à l'argent? Je pense qu'on y a répondu. On peut les utiliser, mais c'est vrai que c'est chronophage. Parce qu'en fait, il faut appuyer le stylo en fait, à l'argent sur les zones d'hyperbourgeonnement. Si en fait, vous avez une plaie grande comme la photo qui était sur tout à l'heure la diapositive, en fait, vous allez y passer vraiment du temps. Alors donc, l'application d'un dermocorticoïde, c'est quelques secondes uniquement. Alors, voilà, c'est long. Bonjour, j'ai une patiente qui est suite à un retour à domicile, prescription IDE pour pansement simple. En revanche, à l'examen clinique, 2 escarres sacrés stade 4 de part et d'autre du pli interfessier avec nécrose, fibrine, très exudatif, malodorant. La nécrose a été retirée et a mis en évidence un écoulement purulent. Je pense un cul-de-sac. Est-il possible qu'il y ait une communication avec les 2 escarres? Alors, c'est toujours possible, oui. C'est possible s'il y a un décollement qui est important. On en avait reçu la demande. Et est-ce qu'une antibiothérapie est justifiée en sachant qu'elle est apyrétique? Alors, pas forcément, parce que dans les escarres comme ça, des fois, c'est de retirer en fait l'espèce de plaque de fibrine et le capot externe qui va permettre de voir en fait comment est-ce qu'est le fond. Et souvent, ça sent mauvais parce qu'il y a cet écoulement, cette macération. Mais tant qu'on a enlevé le capot, en effet, on ne peut pas dire s'il y a communication ou pas. Il faut vraiment faire la détertion de la plaque fibrino-nécrotique. Et dans les escarres sacrées ou talonnières, ça peut souvent sentir mauvais sans qu'il y ait de signes d'inflammation autour. Et du coup, là, faut se méfier. Et moi, je ne mettrais pas d'antibiotiques systématiques. Et voilà.
Alors effectivement, on peut aussi dire que ce n'est pas un pansement simple, puisque du coup, une escarre stade 4, c'est forcément dans les classifications… C'était pour autre chose. Et puis, ah oui, d'accord, parce que j'allais dire, dans les classifications infirmières, maintenant, la Sécu est assez aussi regardante sur ce qui est marqué sur l'ordonnance, et donc c'est plutôt les pansements lourds complexes. Peut-on utiliser Dexéril au pourtour des plaies, rougeur ou peau sèche? Oui. Oui, ah bah oui, on peut complètement. Hein. Il faut hydrater la peau périlésionnelle. Il ne faut pas oublier que la cicatrisation se fait par les berges. Donc, il faut que tout ça soit bien hydraté. Après, alors, le Dexéril, ça va être la seule forme qui peut être remboursée sur prescription. Dexéril générique. Les autres crèmes émollientes, hydratantes, que ce soit du cold cream ou vraiment les crèmes de parapharmacie, seront effectivement objectivement plus efficaces parce que du coup, il y a toute une technologie qui permet d'être plus hydratant et notamment en profondeur. Comme on le disait pour les savons, c'est sûr que l'idéal, c'est l'huile lavante ou le baume en fait lavant qui va apporter de l'hydratation. Mais du coup, pareil, c'est selon les moyens des patients. Et donc, quand on rajoute, ça peut faire une ordonnance quand même assez importante à la fin en fait du mois. Alors, du coup, il y avait en pharmacie, on a des gammes pas chères. Le supermarché, c'est vraiment… Et ça a été coupé. Mais effectivement, tout l'intérêt… Alors moi, je ne promeux pas le supermarché. Je dis juste qu'il faut que ce soit adapté aux moyens en fait, des patients. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en difficulté les patients. Moi, j'ai des patients qui vivent vraiment avec des revenus, c'est même pas faible, c'est vraiment ultra faible. Et donc, ces patients-là, moi, je ne veux pas les mettre en difficulté et on trouve des moyens alternatifs. Par contre, effectivement, comme on disait, sur l'efficacité, c'est sûr que plus on est dans des choses techniques et plus en fait, c'est bien, c'est vrai que ça sera plus efficace. Et sur le côté hydratation, la vaseline, c'est pas très bien. La vaseline, ça va enlever les croûtes, les peaux sèches, mais ça ne va pas hydrater la peau. Donc, c'est pas un très bon moyen, la vaseline. Et ça peut se mettre autour aussi des zones de plaie pour enlever, par exemple, les hyperkératoses. Alors, je précise que c'est une patiente âgée avec une dénutrition. Alors là, on ne rentre pas dans le sujet, mais effectivement, toutes les conditions autour de la plaie, c'est-à-dire l'œdème, la dénutrition, est-ce que c'est un patient qui a une anémie, est-ce que c'est un patient qui marche, tout ça est important à prendre en charge sur le plan thérapeutique pour aboutir à la cicatrisation. À quel moment peut-on parler de de pyocianique, je pense. Alors, en fait, la couleur. Sur la couleur verte, l'odeur assez caractéristique, on sait qu'il y a probablement une colonisation apyocianique, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on s'en moque. C'est-à-dire qu'en vrai, ça va aboutir à des soins locaux, de lavage, de diminution de la charge bactérienne des plaies, etc., par les pansements, la limitation de la macération, mais certainement pas un prélèvement superficiel. Et d'ailleurs, quand vous faites un prélèvement superficiel, ça ramène effectivement du pyocianique et qu'on nous demande un avis aux infectiologues ou à moi pour l'antibiothérapie, on répond, s'il n'y a pas de signe d'infection, on n'aurait pas dû faire ce prélèvement. Donc, du coup, on ne le regardera pas. Et donc, je pense que la meilleure chose, c'est de ne pas la faire. Voilà. On a épuisé la liste des questions. Ah non. Si ça peut vous être utile, j'utilise l'application e-pansement qui répertorie les dispositifs existants, leurs dimensions, remboursement, indications. Oui, c'est un infirmier du Sud qui gère ça. Ouais. Alors, il y a plusieurs applications qui existent. C'est vrai que c'est difficile parce que dans les différents dispositifs médicaux, on peut rapidement se noyer parce qu'en fait, il y en a toujours qui sortent, d'autres qui s'arrêtent. Donc, des fois, on aime bien un pansement, puis finalement, la commercialisation change. Quand on est dans une structure, on est dépendant du marché hospitalier qui est là pour 3 à 4 ans. Ça dépend des classes. Mais quand on est en libéral, on peut utiliser ce qu'on veut. On peut aussi parler en classe de pansement et c'est pour ça que ça peut être important d'avoir ça et de, je pense, connaître bien des pansements de chaque classe et savoir bien les utiliser. Ça vous permettra d'être plus à l'aise en fait avec les pansements. Et moi, je dirais quand même que sur les applications, il faut se méfier parce qu'il y en a qui sont très bien et très d'autres sont sponsorisés par et d'autres sont ciblés par les laboratoires. Du coup, forcément, une application
qui est fabriqué et conçu par un laboratoire va promouvoir les pansements de ce laboratoire, ce qui est probablement moins bien que l'application e-pansement qui est très large. Alors en plus, les pansements, ça ne sert à rien de connaître toutes les classes de pansement. Il y en a beaucoup trop, personnellement, je trouve. Et donc, ce qu'il faut, c'est connaître quelques classes de pansement. Hein, la classe qui ne va pas absorber, comme la classe qui va absorber énormément. Et donc, il ne faut pas oublier que le traitement numéro 1 des plaies, ça reste le traitement étiologique. Si j'ai une plaie veineuse, je vais mettre une compression. Si je ne la mets pas, ma plaie ne guérira jamais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations avant qu'on clôture le webinaire? C'est la ligne droite des questions, là. Eh ben, j'ai pas l'impression. Merci beaucoup à tous. Il y aura un replay qu'on publiera sur nos réseaux sociaux et qu'on fera passer sur tous les canaux. Sur les sites des URPS. Sur les sites des URPS et au STRATB, notamment. Très bien. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.